on est bien parti. Il marche? Oui, c'est bon. Il y a exactement 30 ans, le 15 avril 1989, au congrès à Pékin, Hu Yaobang, l'ancien secrétaire général du Parti communiste chinois, considéré comme une figure de l'aile réformatrice. Son décès allait déclencher une vague de mobilisation parmi les étudiants de Pékin, puis d'occupation de la place Tiananmen, des manifestations dans de nombreuses villes de Chine. Finalement, sous l'égide de Deng Xiaoping, celui qui avait été le fer de lance de la politique de réforme et d'ouverture plus de 10 ans auparavant, le pouvoir décidait d'avoir recours à l'armée. La répression permit au parti de ne pas connaître le même sort que celui du grand frère soviétique 2 ans plus tard. Le président français de l'époque, François Mitterrand, s'insurgeait après l'intervention de l'armée sur la place Tiananmen dans la nuit du 3 au 4 juin. Je cite: « Un régime qui, pour survivre, en est réduit à faire tirer sur sa jeunesse, sur la jeunesse qu'il a formée et qui se dresse contre lui au nom de la liberté, n'a pas d'avenir. » Cruelle ironie du sort, 30 ans plus tard, non seulement le régime a survécu, mais sous Xi Jinping, il affirme sa volonté de présence économique, mais aussi se pose en modèle alternatif à l'Occident et ses valeurs universelles. L'un des grands outils de projection du pouvoir chinois est désigné familièrement chez nous sous le terme de route de la soie, une expression forgée en 1877 par un géographe allemand, Ferdinand von Richthofen, pour désigner, je cite, le réseau commercial au tracé variable reliant l'Est à l'Ouest qui s'est mis en place dès le 1er siècle avant notre ère pour le transport de multiples marchandises dans la soie. Aujourd'hui, ces routes de la soie, tracées par Pékin, remodèlent un ordre mondial hérité de la Seconde Guerre mondiale et dessinent aussi des lignes de fracture au sein de l'Union européenne. C'est pour tenter de comprendre ce qui se passe que l'association Cométien m'a demandé d'animer ce débat, qui réunit 4 experts, 4 spécialistes, et je vais vous les présenter. Alors d'abord à ma gauche, Madame Irène Hors, actuellement directrice adjointe de la direction de la gouvernance publique à l'OCDE. Madame Hors a ouvert le bureau Chine de l'OCDE à Pékin entre 2007 et 2013. À côté de Madame Hors, Sébastien Collin, maître de conférence, chercheur et géographe à l'INALCO. Il est de retour de 4 ans de détachement passé au Centre d'études françaises sur la Chine contemporaine à Hong Kong. Ses enseignements portent sur la géographie et la géopolitique de la Chine. Il est notamment l'auteur de La Chine et ses frontières et de La Chine, puissance mondiale. À ma droite, Jean-François Huchet, notre hôte, professeur, économiste et président d'INALCO, spécialiste de l'économie de l'Asie et notamment de la Chine. Il est l'auteur de La crise environnementale en Chine et a dirigé le CEFC de Hong Kong ainsi que la revue Perspectives chinoise de 2006 à 2011. Enfin, Monsieur Édouard Boursieux, représentant de la Commission européenne et ancien chef de la stratégie commerciale européenne. Alors, pour débuter, pour lancer la discussion, les étudiants sont toujours facétieux et ils m'ont... Ah oui, on m'entend là comme ça? Oui, c'est mieux. Les étudiants sont toujours facétieux et donc ils m'ont proposé d'abord, pour lancer le débat, de faire circuler cette caricature qui a été publiée par le New York Times le 7 avril 2019 et qui représente un peu la vision que les leaders européens ont des routes de la soie. Donc on peut voir, alors je ne sais pas si on peut faire circuler dans la salle, on peut voir le panda, donc j'imagine que pour le dessinateur c'est la puissance chinoise, sous la forme d'un cheval de Troie, où il est marqué Belt and Road, avec le drapeau chinois, et puis sur une tour, les dirigeants européens avec le drapeau de l'Union européenne. Alors je voulais déjà lancer le débat et vous demander à vous 4, déjà qu'est-ce que vous pensez de cette caricature? Est-ce que ça vous paraît une image, alors c'est une caricature bien sûr, mais est-ce que ça vous représente une image fidèle de ce qui est en train de se passer? Parce que c'est évidemment, on a beaucoup de choses se disent sur les routes de la soie, mais on a l'impression que c'est quand même un concept assez flou. Je vais passer la parole, bien merci. Cette tâche difficile. Comme ça, voilà.
Donc déjà, je souhaite préciser que mon intervention ce soir est à titre personnel. Donc ce que je vais dire ne représente pas l'opinion de l'OCDE et encore moins l'opinion des pays membres de l'OCDE. Donc cette petite précision faite, quels commentaires j'aurais sur cette caricature. Alors, je pense que ce qui est quand même une question en fait que je voudrais déjà poser, que je me suis posée, à laquelle je n'ai pas vraiment de réponse, c'est pourquoi est-ce que la Chine a décidé en 2013 puis en 2015, pourquoi Xi Jinping a décidé de mettre un nom, les routes de la soie, sur des initiatives d'investissement, de partenariat avec des pays en développement, des partenariats avec tout l'Ouest finalement, qui avaient déjà lieu depuis des années. Donc je voudrais déjà remettre ça en perspective, parce que tout d'un coup, la Chine décide de dire, d'annoncer au monde entier, on va lancer cette initiative formidable, etc. Mais finalement, en faisant ça, donc oui, il y a un effet d'annonce qui est très magistral, très impressionnant, mais pourquoi ? Pourquoi la Chine a fait ça ? Pourquoi est-ce que la Chine n'a pas juste continué à faire ce que la Chine faisait déjà, ce que la Chine continue à faire avec l'Afrique, qui n'est pas vraiment couvert par la route de la soie, c'est-à-dire à proposer des investissements, proposer des infrastructures, acheter des entreprises, faire du commerce, etc. etc. Donc, effectivement, à partir du moment où la Chine dit il y a cette initiative et, en quelque sorte, les pays signent ou ne signent pas, eh bien, effectivement, cette image fait sens parce que, effectivement, c'était sur une muraille, et soit on est dedans, soit on est dehors. Alors, je crois, mais peut-être que les experts vont pouvoir contredire ou au contraire confirmer, je ne crois pas qu'il y ait d'acte formel d'appartenance à la route de la soie, mais à mon sens, en fait, ce qui se rapproche de plus, c'est la présence au Belt and Road Forum, qui a lieu donc tous les 2 ans à Pékin, et qui va rassembler les représentants des États à très haut niveau. Et effectivement, on peut voir sur la liste des participants qui sont les États qui envoient des dirigeants, des chefs d'État, qui sont les États qui n'envoient pas de chefs d'État. Donc c'est probablement ce qui se rapproche le plus finalement d'un acte d'allégeance à la route de la soie. Alors effectivement, après, il y a le pas fait par l'Italie qui va un petit peu changer la donne. Mais donc voilà, encore une fois, je pose cette question de savoir pourquoi est-ce que la Chine a déclaré, a fait cette annonce de Belt and Road Initiative au lieu de juste continuer à utiliser la China Development Bank, la Agricultural Bank, etc., toutes les banques d'État pour finalement proposer aux pays en développement, aux pays émergents, un modèle de développement que la Chine avait mis en œuvre en interne à l'intérieur de ses frontières. Je m'arrête là pour le moment. On va reposer la question après. Je continue le tour de table sur la réaction par rapport à cette caricature. Sébastien Collin. Alors, on voit sur cette caricature effectivement le cheval de Troie chinois à travers de la route de la soie et donc cette forteresse derrière lesquelles sont rencontrés, j'ai pas bien vu exactement, mais quelques dirigeants européens. Alors, il s'agit d'une part essentiellement d'une vision, en tout cas d'une représentation des puissances d'Europe occidentale, donc on a Emmanuel Macron et on a Juncker, donc de la Commission européenne. Ça souligne bien évidemment un certain nombre d'inquiétudes de la part de ces dirigeants par rapport à cette initiative chinoise, en sachant que la forteresse en tant que telle est déjà un petit peu ébréchée, dans la mesure où la présence chinoise sur le plan des investissements est déjà, si ce n'est très importante, plus que non négligeable, et que les investissements chinois ont commencé à se développer en Europe essentiellement à partir de la fin des années 2000. Maintenant, la question du cheval de Troie est complexe, évidemment, puisqu'elle suppose d'en savoir un peu plus sur les conséquences que ce type d'initiative pourrait avoir sur le plan économique, mais aussi sur le plan politique. Et la position de l'Union européenne de ce point de vue, notamment de ce terme employé par la Commission européenne, de définir la Chine comme une menace systémique, montre bien qu'il y a
à la fois des inquiétudes sur le plan européen, mais aussi sur le plan politique, qui s'opposeraient par un gain d'influence que la Chine pourrait avoir au sein du fonctionnement européen, et notamment par son entrée par les périphéries de l'Europe, notamment l'Europe centrale et orientale, sur laquelle on aura sans doute l'occasion de reparler un peu plus tard. Merci. Alors, le micro ne fonctionne pas du tout, alors peut-être si vous pouvez essayer de parler vraiment devant le micro. Celui-là marche? Il va y avoir un bruit de fond. Il va y avoir un petit son. Oui, alors, sur la caricature du New York Times, d'abord, il y a une question de maturité économique de la Chine qui est posée derrière cette caricature. Les rapports entre l'Union européenne et la Chine sont déjà relativement anciens. Ce qu'on doit noter quand même derrière cette caricature, c'est une sorte de continuité, parce que la Chine a en Europe, et dans beaucoup d'endroits au monde d'ailleurs, pas uniquement en Europe, beaucoup joué la carte du bilatéral, et non pas du multilatéral. C'est une manière également, je pense, de jouer, de diviser pour mieux régner, et ça a été une stratégie que la Chine a appliquée depuis bien longtemps au niveau de l'Europe. Tu rappelais, François, tout à l'heure l'épisode de 1989, le retour sur la scène diplomatique de la Chine sur la question des droits de l'homme, alors que la Chine avait été totalement ostracisée après 1989, s'est joué sur des rapports bilatéraux pour justement essayer de trouver une brèche dans l'unité européenne qui n'a pas duré très très longtemps, puisque nous avons été un des premiers, je crois, en France avec Balladur à revenir en Chine. Donc il y a une sorte de continuité de la politique chinoise à l'égard de l'Union européenne. Et sur le plan de la communication, on peut dire que la Chine a joué de cette division pour justement imposer ses idées. Alors sur la nouvelle route de la soie, la vision que la Chine, encore une fois, essaye de promouvoir à travers les nouvelles routes de la soie, c'est une vision qui ne correspond pas, en fait, à notre vision de l'Europe. Et d'ailleurs, ça agace beaucoup Bruxelles. Et mon voisin, peut-être, en parlera un peu plus que moi. On aura l'occasion d'en discuter. Il y a une volonté, comme l'a dit Sébastien Collin tout à l'heure, justement d'attaquer les flancs faibles de l'Europe, en proposant effectivement des investissements très importants, notamment dans l'espace des Balkans, l'espace baltique, où peut-être l'Europe n'est pas suffisamment présente aussi, et donc la Chine intervient comme en Afrique, comme un nouveau partenaire. Donc c'est une position aussi de force par rapport à l'Europe. Et puis, dernier commentaire peut-être sur la question de la forteresse. Moi, je serai encore plus radical que Sébastien. Il n'y a pas de forteresse en Europe. Ou en tous les cas, s'il y en a une, elle est peut-être en train de commencer à exister à travers des prises de position des pays européens, mais qui sont des prises de position toutes récentes, avec des décisions toutes récentes. Quand vous regardez effectivement la position américaine sur toute une série de choses concernant la sécurité ou la politique industrielle, il y a effectivement aux États-Unis la possibilité de réagir par rapport à un certain nombre de prises de position ou d'agissements de la Chine sur le plan commercial. Et donc, je n'aurais pas effectivement mis une forteresse, mais je pense que la Chine nous pose des questions, aussi à travers sa politique industrielle. Elle pose des questions à l'Europe, également sur les investissements. Et donc, il y aura peut-être une réaction de l'Europe. On l'a vu lors de la visite de M. Xi Jinping en France, où le président Macron a invité pour la première fois la chancelière et puis le président de la Commission européenne. C'était une première. Donc, il faut noter quand même qu'il y a quelques évolutions. Et on voit une Allemagne qui est un peu plus... depuis 2-3 ans, avec des investissements chinois qui ont, dans la haute technologie, ont un peu provoqué des réactions en Allemagne. Donc les choses peuvent peut-être changer. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Moi, sur un mot peut-être sur la forteresse avant de venir à la caricature.
caricature plus généralement, puisque Jean-François Huchet vient de dire qu'il n'y avait pas de forteresse Europe. Ça me rappelle tout un débat dans les années 90 avec les États-Unis qui nous accusaient d'être une forteresse Europe, ce dont on se gardait du côté européen, ou encore aujourd'hui, finalement, Donald Trump, qui à longueur de tweet se plaint de la méchanceté de l'Union européenne, qui est aussi méchante que la Chine en étant un tout petit peu plus petite que la Chine, et qui est aussi une forme de forteresse. Je crois que ce n'est pas le cas. L'Union européenne n'est pas une forteresse. Ce qui est amusant, c'est qu'on a vraiment l'image tout à fait inverse en Europe. On a l'impression d'être complètement offert au reste du monde. L'Union européenne n'est pas offerte, elle est ouverte aux échanges avec le reste du monde, elle y trouve son intérêt, mais évidemment dans le cadre d'un système de règles et de respect de ces règles. Je crois que la manière dont on aborde la Chine par rapport à cette caricature au niveau de l'Union européenne, c'est qu'on n'est ni naïf ni paranoïaque. Ce serait naïf d'être finalement les Troyens de l'époque d'Homère, de voir dans ce panda un cadeau offert par la Chine à l'humanité et qu'il faudrait prendre sans aucune qualification. Mais ce serait paranoïaque d'être des Troyens post-homériens, d'une certaine manière, d'aujourd'hui, qui considéreraient tout développement dans ce sens-là comme une menace, comme un défi, et comme immédiatement quelque chose qu'il faudrait rejeter. On a une certaine ouverture par rapport au projet chinois de route de la soie. Dans la communication de la Commission et du service extérieur du mois dernier, on a parlé de rival stratégique, pas de menaces stratégiques, même s'il y a des menaces évidemment aussi qui sont liées au système chinois. Donc on aborde la question de la soie de manière ouverte. L'Union européenne est prête à s'engager avec la Chine sur la question de route de la soie. Elle est prête à s'engager sur la connectivité entre l'Europe et la Chine, mais évidemment il y a des conditions. Ça doit être dans les deux sens. Il doit y avoir une dimension de réciprocité. Il doit y avoir un respect des règles internationales. Il doit y avoir de la transparence. Il y a beaucoup de choses qu'il faut satisfaire pour que ce soit satisfaisant pour tout le monde. Alors, donc la première question a été posée par Irène Or, c'est comment expliquer que toutes ces initiatives qui existaient déjà, pourquoi Xi Jinping a eu besoin de les matérialiser? Alors, en chinois, c'est pas les nouvelles routes de la soie, c'est Itaïlo, c'est une ceinture de route, mais c'est tellement moche en français que c'est vrai que les nouvelles routes de la soie, c'est quand même plus beau. Pourquoi a-t-il décidé de matérialiser ces projets sous la forme de ce projet, de cette définition qui s'appelait Itaïlo? Sébastien Colomb. Je crois qu'il y a une multiplication, ou en tout cas un nombre de raisons qui s'additionnent les unes aux autres pour expliquer effectivement le lancement de cette initiative. Bon, ça correspond tout d'abord à l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping entre l'automne 2012 et le printemps 2013. Donc une volonté de sa part de marquer, somme toute, son passage à la tête de l'État chinois. Et puis une volonté aussi très claire d'affirmer la puissance de la Chine sur la scène internationale et d'en faire aujourd'hui un leader de la mondialisation économique. Ensuite, toute une série de motivations, à la fois économiques et politiques, à mon sens, viennent donner un peu plus d'ampleur à cette initiative. Il s'agit, dans le contexte du ralentissement de la croissance, de dynamiser les investissements chinois à l'étranger, d'ouvrir de nouveaux marchés aux entreprises chinoises. Il s'agit de tirer les exportations du pays dans le même temps, d'exporter des surcapacités, d'accéder à la fois à des ressources naturelles, à des technologies, mais aussi à des savoir-faire en matière de management. Donc toute une série de raisons d'ordre économique. J'en oublie sans doute quelques-unes. Il y a également sur le plan politique, bien sûr, donc cette volonté de gagner en influence à l'échelle mondiale, la question également d'une rivalité stratégique, ou tout du moins une volonté de redéfinir un petit peu les relations avec les États-Unis.
Et on ne doit pas oublier non plus que la préparation, ou du moins la réflexion autour de cette initiative des nouvelles routes de la soie a été faite à un moment donné où l'administration Obama avait lancé sa politique de pivot vers l'Asie, et également aussi des négociations du partenariat transpacifique, alors que Donald Trump a par la suite affaibli en retirant des États-Unis, mais il y avait du côté de la Chine bien sûr une volonté de répondre à cette initiative. Voilà clairement, je pense, les principales motivations qu'on peut mentionner, même si encore une fois, je pense que je n'ai pas été compris. Alors, je voudrais aussi poursuivre le débat en se posant quand même la question de... On a l'impression, alors là dans le dessin, l'Europe apparaît unie, mais quelle est la réponse des Européens face à ce projet? On se souvient d'Emmanuel Macron qui disait que les routes de la soie, elles ne doivent pas être à sens unique. Alors, pourquoi on a ce sentiment aujourd'hui que, d'une part, les États européens ne se présentent pas unis face à ce projet, et d'autre part, que souvent on a l'impression que c'est à sens unique? Oui. Juste peut-être avant de répondre à ta question, François, sur la question de la justification, il y a tout de même une visée quand même géostratégique de la part de la Chine, avec un flanc maritime de la Chine qui est quand même très occupé par les Américains, avec, comme vous le savez, des bases américaines qui sont existantes en Corée, au Japon, à Taïwan. Donc on est typiquement en face, bien sûr, de l'émergence d'une puissance militaire, d'une puissance économique. À chaque fois qu'on a eu l'émergence d'une puissance, et c'est une vraie puissance qu'on peut comparer effectivement à celle des États-Unis au 19e siècle, les États-Unis n'étaient pas du tout confrontés au même type de géopolitique. Et donc c'est vrai que sur le flanc terrestre, là excuse-moi Sébastien, je parle en tant que géographe, mais le flanc terrestre qui correspond aux anciennes frontières avec l'Union soviétique, où on a à peu près 9600 km de frontières, eh bien, il y a un jeu ici géostratégique qui est beaucoup moins structuré que sur la façade maritime. Et la Chine a senti effectivement, avec son grand programme d'infrastructure, qu'elle pouvait très certainement jouer un rôle et gagner en influence dans cette zone, je dirais, un peu moins déterminée que sur la façade maritime. Alors il y a d'autres puissances, bien sûr, très importantes, comme l'Inde, la Russie, un peu moins l'Iran, mais en tout cas les États-Unis et l'Union européenne sont beaucoup moins présents également sur cette zone. Et puis il y a la question de la diversification aussi de l'utilisation des réserves en devises de la Chine, puisque pendant très longtemps, vous savez que la Chine a pratiquement investi toute l'intégralité de ses réserves en devises dans des bons du Trésor américain, et à partir de la crise de 2008-2009, la Chine s'est posé de sérieuses questions sur l'utilisation de ses réserves en devises, et donc elle a décidé de ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Et avec l'arrivée de Xi Jinping, qui correspond également à un verrou idéologique qui a sauté, qui a été pendant très longtemps celui de Deng Xiaoping, c'est-à-dire de maintenir un profil très bas sur le plan des relations internationales pour mieux développer l'économie, eh bien Xi Jinping, lui, a décidé effectivement de passer le pas, ce qui correspond à une maturité économique assez forte, et de se lancer dans ce grand projet, qui est aussi un projet d'État, un projet qui permet à Xi Jinping d'asseoir son pouvoir, à un moment également en 2013 où on était dans le premier mandat politique, où il avait besoin effectivement de montrer qu'il y avait des grands projets, aussi avec le rêve chinois, vous en avez certainement entendu parler, qui devrait conduire la Chine à une certaine prospérité en 2049, au moment du 100e anniversaire de l'établissement et la création de la République populaire de Chine. Donc il y a aussi toutes ces raisons, je pense, qui sont très importantes derrière l'existence de ce projet nouvelle route de la soie. Sur la question de
justement des pays européens? Ouais, sur les deux questions sont intéressantes. Sur la question est-ce que c'est un problème que ce soit systémique ou pas, et puis l'unité ou la division des pays européens. Sur le premier point, on a fondamentalement un problème avec le fait que 90% des marchés publics dans le cadre des routes de la soie sont attribués à des entreprises chinoises, et qu'il y a une assez grande opacité dans la manière dont les appels d'offres sont passés, dans l'enregistrement de ces appels d'offres. Là, c'est un point sur lequel on a l'intention, au niveau de l'Union européenne, de travailler avec la Chine. Et d'ailleurs, plus généralement, l'enjeu de la réciprocité dans les marchés publics, c'est un enjeu fondamental dans la gestion des relations entre l'Union européenne et la Chine, au-delà des routes de la soie. De même que la question de la réciprocité en matière d'investissement étranger. Sur la question de ça fait partie un peu des faces noires des routes de la soie. Il y a une autre face noire qui est aussi la soumission de fait de certains États, de certaines économies à la Chine, du fait d'une dépendance excessive au financement chinois. Ça pose évidemment un problème à l'Union européenne si les États membres de l'Union européenne peuvent être concernés par ce type de situation. Ce qui m'amène à votre deuxième point sur l'unité ou la division de l'Union européenne face à la Chine. Je crois qu'effectivement, les tactiques de divide and rule, c'est des tactiques qui sont ancestrales, qui sont utilisées depuis très longtemps par la Chine face à l'Union européenne, pas seulement par la Chine d'ailleurs. Les États-Unis font exactement la même chose, on est confronté à la même chose de la part des États-Unis, ou le Royaume-Uni aujourd'hui dans la négociation du Brexit, depuis 3 ans dans la négociation du Brexit, s'efforce de faire exactement la même chose. Donc c'est toujours un enjeu particulier pour l'Union européenne de faire preuve d'unité face à ses partenaires. Je crois que ce qui est positif aujourd'hui, c'est qu'il y a une prise de conscience de cette importance de l'unité. Le projet 16+1, notamment lié aux routes de la soie, auquel participaient 11 États membres de l'Union européenne, a pu au moins à un moment être une forme d'instrument pour enfoncer un coin dans l'unité européenne. Donc 16+1, c'est l'alliance. 16 pays plus la pays Chine. des Balkans, il y a des pays membres de l'Union européenne. 5 hors 17+1, puisque la Grèce vient d'intégrer le... Et la Chine, et donc, ça a pu être pendant un moment un vrai enjeu en termes d'unité de l'Union européenne. Je crois qu'il y a des facteurs positifs par rapport à ça qu'il faut regarder. D'abord, l'unité des Européens sur la question qui est différente de celle des routes de la soie, qui est centrale pour la Chine, qui est la question du statut d'économie de marché. Et de l'octroi du statut d'économie de marché à la Chine suite à son adhésion à l'OMC, 15 ans après son adhésion à l'OMC en 2016. Il y a eu une très grande unité des Européens là-dessus pour avoir une réponse qui nous permettait de conserver, c'est une question assez complexe, mais qui nous permettait de conserver notre capacité à nous défendre contre les pratiques commerciales déloyales d'origine chinoise, sans octroyer naïvement le statut d'économie de marché à la Chine, tout en respectant les engagements qu'on avait pris à l'OMC en 2001. Ça, c'était un sujet central pour la Chine, à la fois sur le plan économique et puis sur le plan politique et symbolique. C'était un sujet absolument fondamental dans notre relation. On aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait des divisions terribles de la part des Européens sur ce sujet. La Chine s'attendait à ça. La Chine était convaincue qu'on octroierait le statut d'économie de marché à la Chine. Finalement, elle a été la première surprise devant l'unité des Européens et la capacité des Européens à maintenir un front commun sur ce sujet. Et sur les routes de la soie, j'ai le sentiment que les choses évoluent un petit peu, que les États membres qui s'étaient rapprochés de la Chine à un moment se rendent compte aujourd'hui que le compte n'y est pas forcément, qu'ils ne trouvent pas toujours forcément leur intérêt, et qu'ils ont plutôt intérêt à jouer la carte de l'unité européenne sur cette question. Donc, tout ça, évidemment, c'est pas gagné. Ça renvoie aussi à la manière dont on a traité certains États membres au niveau de l'Union européenne. Je me souviens que le Sikorski, ministre polonais des Affaires étrangères,
disait explicitement que dans un contexte où les grands États membres de l'Union européenne finalement utilisaient l'Union européenne à leur fin, jouaient la carte communautaire quand ça les intéressait et jouaient la carte bilatérale quand ça les arrangeait. Après tout, les plus petits États membres avaient intérêt aussi à se rapprocher d'autres entités. Donc il y a une autocritique à faire, il y a des choses à regarder, y compris aussi vis-à-vis des pays du Sud qui ont été en difficulté économique, qui ont besoin de financement extérieur. Je ne dis pas qu'on a laissé tomber la Grèce en 2010, on a investi collectivement 250 milliards d'euros en Grèce depuis 2010, c'est une fois et demie le PIB de la Grèce, il ne faut pas l'oublier. Donc évidemment, il y avait des conditions, évidemment, ça a été un moment très difficile pour la Grèce. Enfin, collectivement, les États membres de l'Union européenne n'ont pas abandonné la Grèce, mais évidemment, dans des situations difficiles, où on peut avoir besoin de sources de financement, là aussi, se tourner vers l'extérieur peut compter. Donc il y a vraiment une interaction aussi entre ce qu'on peut faire à l'intérieur de l'Union européenne et la gestion de nos relations avec les pays tiers qui est centrale et qu'il faut avoir le métier de regarder en face. Irénance. Oui, je voulais juste aussi compléter sur le pourquoi de la déclaration, l'effet déclaratif des routes de la soie. Donc je pense que Sébastien l'a déjà bien expliqué, il y a deux niveaux en fait dans le projet de la route de la soie. Il y a les objectifs annoncés qui mettent quand même fortement l'accent sur la construction des infrastructures, la facilitation du commerce et de l'investissement, mais aussi des dimensions plus soft sur les contacts entre les peuples, etc. Et ensuite, donc, il y a comment est-ce que les routes de la soie vont servir la Chine. Et donc, c'est clair que les routes de la soie permettent d'apporter des éléments de réponse dans le contexte interne à la Chine sur des questions qui sont source d'énormes tensions, à savoir les provinces de l'Ouest qui sont sous-développées. Il y a eu d'énormes efforts avec le plan de développement de l'Ouest qui a eu des résultats assez mitigés. Les provinces limitrophes qui sont quand même toujours menacées d'instabilité politique. Et par ailleurs, un gros problème économique structurel de la Chine qui est le problème de la surcapacité. Le modèle de gouvernance de Chine, et on y reviendra parce que ça fait complètement écho à ce que disait Édouard par rapport à la différence entre l'Europe et la Chine, c'est le fait que les investissements en grande partie ont été boostés par un système d'investissement où les banques chinoises vont pas forcément être très regardantes sur les disciplines de marché. Ça a mené à des dettes considérables au niveau local et donc évidemment des secteurs qui sont vraiment alourdis par des problèmes de surcapacité, et on l'a vu dans le sein du G20 et dans le sein du Global Forum sur le Steel Excess Capacity, qui a été un exercice vraiment qui est un exercice extrêmement intéressant. Donc Xi Jinping l'annonce quand même, et Li Keqiang l'annonce depuis quelques années, il faut faire un effort énorme de résoudre le problème de surcapacité dans les secteurs industriels qui est complètement lié au problème de pollution environnementale. Donc aussi bien les entreprises d'État que le secteur privé sont maintenant sont poussés à faire des restructurations, et il y a un effort qui est fait pour renforcer les disciplines de marché. Mais en même temps, donc en interne, la route de la soie, le projet des routes de la soie permet de dire, par ces connexions qui sont faites avec l'Eurasie et avec le Moyen-Orient, on va dynamiser ces provinces limitrophes qui ne bénéficiaient pas autant du développement de la Chine que les provinces côtières. Et par ailleurs, les entreprises qui, dans le contexte économique chinois, à cause de l'augmentation des coûts salariaux, à cause de disciplines environnementales qui malgré tout ont augmenté, ont du coup un rendement qui n'est plus bon, qui n'est plus compétitif par rapport à d'autres marchés. Et ces entreprises-là sont encouragées à se déplacer vers les pays qui sont touchés par la route de la soie, et l'État intervient pour aider les infrastructures, pour construire les infrastructures, pour ensuite développer les marchés. Et du coup, donc ça c'était juste pour revenir sur ces deux niveaux, les objectifs affichés et les objectifs qui vont servir les intérêts de la Chine en interne. Et en fait, la déclaration de cette initiative permet de mobiliser complètement toute l'administration, tout l'appareil du parti au service de cette nouvelle initiative, et ça donne aussi
des armes politiques pour Xi Jinping pour apaiser les tensions qui peuvent donner le change aux groupes porteurs de protestations à cause des tensions, à cause des pays des provinces de l'Ouest, mais aussi de tout ce qui va représenter le secteur des entreprises d'État, d'industrie lourde, qui sont particulièrement touchés par la volonté du gouvernement d'avoir une restructuration du système productif. Je ne vais pas tout de suite rentrer dans le détail du lien avec l'Union européenne, mais je voulais faire 2 précisions, si vous me permettez, pour contribuer au débat. La première, et ça a lien avec le dessin, je pense qu'il faut distinguer 2 choses. Une première chose, c'est les investissements de la Chine sur les infrastructures, et notamment les infrastructures critiques, donc typiquement les grands ports, etc. Et par ailleurs, les investissements faits par les entreprises chinoises, pas forcément dans les infrastructures, mais donc ça peut être des fusions et acquisitions, mais des investissements qui sont faits juste pour accéder au marché. Je pense que c'est vraiment 2 choses assez différentes et qu'on devrait distinguer dans la discussion. Enfin, je voudrais revenir juste sur un terme que je trouve particulièrement important, qui a été à mon sens mal repris par la presse, et à mon avis ça dessert complètement l'Union européenne, enfin la Commission. Le fait d'avoir utilisé ce terme de rival systémique ou de menace systémique, parce que le texte de la Commission dit rival systémique qui promeut des modèles alternatifs de gouvernance. Donc c'est quand même très spécifique, ça veut dire qu'est-ce qui est différent entre la Chine et l'Europe, etc. C'est la relation entre l'État, Edouard va pouvoir me dire si j'ai bien compris ou pas, mais moi ce que j'ai compris en lisant ça, c'était, en gros, nous on va dire le marché d'abord, la Chine va dire l'État d'abord. L'État organise le marché, et donc c'est ça la rivalité des modèles de gouvernance. Et donc c'est ça les enjeux, c'est le Washington Consensus et le Beijing Consensus. Justement, moi j'avais la question, c'est intéressant de mentionner le document européen. Comment on peut imaginer que la Chine puisse accepter de la part des Européens d'être présentée à la fois comme un partenaire, parce que dans le document elle est présentée comme un partenaire, mais en même temps comme une menace systémique. Un rival systémique. Je crois que de fait, la Chine l'a pas mal accepté. Quand on regarde le sommet Union européenne-Chine du 9 juillet dernier, finalement, c'est un sommet qui a été très difficile, dont l'accouchement a été très difficile. La déclaration conjointe a été négociée jusqu'au tout dernier moment, mais qui a donné de très bons résultats. Notamment sur ces questions systémiques, finalement, cette question de la place qu'on fait à la Chine à l'échelle mondiale et la manière dont ce système de capitalisme d'État peut s'insérer dans l'économie mondiale, et quelles disciplines doivent s'appliquer également à ce système si on veut une forme de level playing field entre la Chine et ses partenaires à l'OMC. Et de ce point de vue-là, ce sommet a conduit donc, à une véritable avancée avec pour la première fois l'accord de la Chine de négocier les disciplines sur de négocier le renforcement des disciplines sur les subventions industrielles. C'est quelque chose de fondamental que l'Union européenne pousse depuis plusieurs mois maintenant dans le cadre de l'OMC, comme réponse, comme sortie par le haut à la crise dans laquelle on est plongé aujourd'hui avec les États-Unis, avec la Chine, où on considère du point de vue européen que précisément il y a de la place pour tout le monde à l'échelle mondiale, que tout le monde a sa place à l'OMC. On n'est pas du tout dans une perspective que certains peuvent avoir aux États-Unis, qui serait de dire c'est soit eux, soit moi. Mais il ne peut pas y avoir de coexistence pacifique au sein de l'OMC entre les États-Unis et la Chine. C'est pas le cas de tout le monde aux États-Unis, mais il y a un courant de pensée qui est sur cette ligne-là. Je pense qu'aujourd'hui c'est trop tard, c'est plus possible d'avoir une coexistence avec la Chine et qu'il faut au contraire détricoter soigneusement, systématiquement tous les liens avec la Chine et contenir absolument la Chine. On pense au contraire au niveau européen qu'il y a un espace pour un développement
harmonieux et des pays occidentaux et de la Chine, mais que ça ne peut pas se faire à droit constant, ça ne peut pas se faire avec le système de règles actuel, et que ça doit se faire avec un renforcement des règles de l'OMC, notamment sur les subventions industrielles. Et également sur la question des transferts de technologies forcés, qui est un autre gros problème dans notre relation avec la Chine, et qui est aussi, là aussi, un autre point sur lequel, au sommet Union européenne-Chine, on a obtenu aussi des engagements de la part de la Chine, qui restent évidemment à se matérialiser, qu'on doit suivre de très près. Mais fondamentalement, on considère qu'il y a un moyen de garder tout le monde sous la même tente. Et c'est aussi l'intérêt de la Chine, finalement, d'aller dans cette direction-là. C'est bien pour ça que la Chine travaille avec nous, comme partenaire, donc à la fois comme rival, mais aussi comme partenaire, parce que la Chine comprend qu'elle doit pouvoir s'appuyer sur l'Union européenne face aux États-Unis si elle veut maintenir le système commercial multilatéral dont elle est un des principaux bénéficiaires aujourd'hui, étant la première exportateur mondiale, un système ouvert, un système prévisible. Si elle veut maintenir ça, elle doit s'appuyer sur le principal héros du système multilatéral qui est l'Union européenne, face à d'autres partenaires concurrents qui peuvent vouloir la fin de ce système multilatéral. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, on peut, même dans cette situation de rivalité, travailler aussi comme partenaire avec la Chine et avoir des résultats avec la Chine, avec des sommets maintenant qui accouchent de déclarations, qui sont substantielles, qui sont ambitieuses, qui sont suivies de résultats, alors que je parlais tout à l'heure de la question du statut d'économie de marché que l'Europe n'avait pas octroyé à la Chine en 2016. On a eu 2 sommets Union européenne-Chine, pendant lesquels on n'avait plus aucune déclaration conjointe à l'issue de ces sommets. En gros, la Chine boudait, la Chine ne parlait plus à l'Union européenne, ne voulait plus coopérer avec l'Union européenne, parce que l'Union européenne avait un peu trop bandé les muscles à son goût. Aujourd'hui, la Chine comprend qu'elle a besoin aussi de l'Union européenne si elle veut pouvoir avancer. Donc ça nous permet aussi de poser des questions. Oui, excusez-moi d'être un tout petit peu plus dubitatif sur la capacité de l'Union européenne à imposer ce type de décision. D'abord parce que le rapport à l'État en Chine est complètement différent et vous l'avez dit d'ailleurs, par rapport à la position qu'on a sur le marché. Il faut quand même rappeler une chose, c'est que la politique industrielle et l'intervention de l'État, je dirais, est presque consubstantielle au régime politique chinois et à l'existence du Parti communiste. Donc on voit bien, on a espéré en 2013, avec l'arrivée de Xi Jinping, qu'on aurait un certain nombre de réformes dites libérales. On l'a même d'ailleurs qualifié à un certain moment donné d'un dirigeant libéral. Or, on s'est rendu compte après 2013 qu'on s'est complètement trompé et qu'on aurait même, à certains égards, un retour de l'État. Alors, le fait que l'administration américaine est aujourd'hui, je pense que ce n'est pas uniquement un effet Trump, il y a une vraie évolution de la part de l'administration américaine, et notamment sur la question qui pose le problème d'une concurrence de plus en plus frontale avec les États-Unis, avec l'Europe, notamment de ce plan Chine 2025. Alors on a vu effectivement que dans la presse, les dirigeants chinois ont arrêté de mentionner 2025, mais si vous regardez sur le terrain en matière de politique industrielle, les choses continuent business as usual, c'est-à-dire qu'on continue à distribuer encore des subventions. Et c'est un problème, je dirais, qui date depuis très très longtemps. C'est notre capacité finalement à vérifier des engagements qu'on peut avoir avec la Chine. Et ça date, je citais tout à l'heure la question des droits de l'homme, où l'Union européenne a quand même eu énormément de mal, sinon quand on avait des délégations de l'Union européenne qui arrivaient pour négocier sur les droits de l'homme, on avait effectivement la peine de mort qui était exécutée le même jour de l'arrivée des délégations de l'Union européenne sur le sol chinois. Donc je pense qu'on surestime beaucoup, et en tous les cas, ce que ça dit derrière, c'est que d'abord l'Union européenne doit rester unie,
parce qu'à partir du moment où elle sera désunie, je pense que la Chine continuera d'appliquer effectivement ces subventions. Et puis d'autre part, je pense qu'on bénéficie aujourd'hui de la position américaine qui est beaucoup plus dure à l'égard de la Chine. On le voit dans un certain nombre d'évolutions, notamment sur la question automobile. Je ne suis pas sûr que les prises de position européennes auraient commencé à faire bouger, en tous les cas, la Chine sur des questions qui durent déjà depuis très très longtemps en matière de réciprocité. La Chine, en fait, joue sur plusieurs canaux. Elle a un canal, on va dire, politically correct avec la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures. Vous avez pour l'instant à peu près un peu moins d'une dizaine de milliards de financement sur l'infrastructure, mais il faut bien voir que le gros du financement passe par des organismes purement chinois. Irène les a rappelés tout à l'heure, la Banque de développement, et là, finalement, la Chine a finalement les mains complètement libres pour imposer un certain nombre pour fermer également aussi le tour de table dans les investissements. Donc, je pense qu'il faut avoir quand même être très réaliste sur la capacité de la Chine à continuer à jouer ce double jeu qu'elle joue depuis très très longtemps. Et après tout, on ne peut pas lui reprocher de jouer ce jeu parce que c'est son développement qui est en jeu. Sur les transferts de technologie, elle le fait et admirablement depuis 40 ans. Je ne vois pas pourquoi la Chine s'arrêterait maintenant de faire ce type de jeu. Sauf si effectivement on a une position beaucoup plus dure avec la Chine. Oui, je vous redonne la parole. Je veux juste entendre Sébastien Collin sur justement entre rivalité et partenariat. Est-ce que l'Union européenne peut trouver une nouvelle relation avec la Chine qui soit satisfaisante pour les deux parties? Disons ma position par rapport à ça. Alors, rivalité et partenariat. Il faut prendre en considération aussi, je prends la géographie même de l'Union européenne. Il y a effectivement les politiques qui sont mises en place et appliquées. C'est difficile de répondre de manière tranchée, bien évidemment, à cette question. Et puis, de toute façon, les rapports de puissance ont toujours été faits de rivalité et de partenariat. On a toujours des ambiguïtés, des ambivalences. Maintenant, on a quand même un paysage européen qui, de fait, je crois, au-delà de l'existence de l'Union européenne en tant que telle, est quand même assez éclaté. Alors, je ne suis pas spécialiste de l'Europe, mais en géographe, on a quand même d'un côté l'Union européenne des 15, de l'autre, vous avez les 11 pays qui ont adhéré ensuite à partir du début des années 2000, et puis il y a aussi ces fameux États qui sont en attente d'adhésion, notamment dans les Balkans et dans l'Europe du Sud-Est. Et en fait, la Chine, je crois, joue assez bien cette géographie-là, en tout cas s'adapte assez bien à ce contexte géographique-là, en essayant effectivement d'avoir des discussions à la fois avec l'Union européenne dans son ensemble, mais aussi avec l'ensemble des États constituant l'Europe centrale et orientale, notamment à travers le Forum 16+1, alors qui est un peu une coquille vide. Le siège est à Pékin, c'est un peu une coquille vide, dans la mesure où il n'y a pas encore véritablement d'initiatives prises en place, mises en place de manière commune, mais la Chine continue bien sûr d'une manière bilatérale ou sur le plan bilatéral de négocier avec chacun d'eux. Donc effectivement, il faut que l'Union européenne soit unie, et il faut aussi que l'Union européenne sache analyser un petit peu, je crois, les faiblesses finalement que la Chine met en évidence à travers son initiative. Si les actions de la Chine en Roumanie, enfin plutôt en Serbie par exemple, ou dans ces fameux 6 pays balkaniques que j'ai évoqués, facilitent ou en tout cas accélèrent leur intégration, on peut voir que là l'Union européenne est susceptible de pouvoir répondre à ça, parce qu'il faut prendre en considération quand même le retard de la Chine, notamment sur ce terrain de l'Europe centrale et orientale, et ce terrain 16+1 dont on parle beaucoup. Mais on a des États qui ont connu donc, la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'URSS au tournant des années 1990, et qui ensuite, dans le cadre de directives propres au consensus de Washington, notamment,
ont connu des politiques industrielles et économiques de libéralisation, des réformes fiscales, etc. Je ne vais pas tout faire. Et dans le même temps, tous ces pays-là ont été très fortement intégrés au reste de l'Europe et de l'Europe occidentale par le biais des flux commerciaux et des investissements. Les investissements de l'Europe des 15 sont très majoritaires en Europe orientale. Et si on compare la part des investissements chinois, ceux-ci sont encore très marginaux. Donc il faut prendre en considération ce point, même si l'Europe n'apparaît pas unie sur le plan économique et en matière d'intégration économique, il y a quand même une avancée très forte. Je ne vois pas comment la Chine peut, à court, voire même moyen terme, changer cette donne si bien évidemment l'Union européenne prend en considération toutes ces faiblesses sur lesquelles la Chine appuie par le biais de cette initiative. Edouard Bourcieux, je sens que vous avez envie d'intervenir, parce que Jean-François Huchet vous a un peu titillé. Directement, et c'est surtout pour clarifier un certain nombre de points où je crois que je me suis mal fait comprendre sur ce que je voulais dire dans notre rapport à la Chine. Je ne suis pas du tout en désaccord avec vous sur l'ampleur des défis, sur la difficulté de notre relation à la Chine, sur le problème fondamental que pose le système de capitalisme d'État chinois du point de vue européen et du point de vue occidental en général. Ce que je dis, c'est que du point de vue européen, on considère que notre priorité absolue, ça doit être de trouver un moyen d'enserrer ce capitalisme d'État dans un système de règles qui fait qu'on peut avoir une concurrence qui n'est pas forcément une concurrence déloyale. La situation aujourd'hui, effectivement, c'est une situation qui pose énormément de problèmes, qui s'est énormément dégradée au cours des dernières années, depuis notamment la crise économique et financière qu'on mentionnait tout à l'heure, avec une surréaction de la part de la Chine qui a, pour éviter une récession, voire un ralentissement de la croissance, investi et créé des surcapacités en créant des problèmes considérables dans l'acier et dans l'aluminium, mais pas seulement, dans le plastique, dans le ciment, dans la chimie, dans énormément. Dès qu'on lance une enquête sur le dumping et les subventions au niveau européen, on se rend compte qu'il y a des surcapacités qui sont extrêmement problématiques. Donc on a un vrai problème aujourd'hui avec le système chinois. Il y a un véritable écart entre la rhétorique libre-échangiste de Xi Jinping à Davos ou ailleurs et la réalité sur le terrain, parce qu'on est parfaitement conscient. Les entreprises européennes en Chine disent constamment que la situation se dégrade, que les obstacles se multiplient, donc il y a un vrai besoin de réaction par rapport à ça. Il y a une vraie prise de conscience au niveau européen. Quand je dis au niveau européen, je veux dire au niveau de l'ensemble des États membres, de ce basculement entre les opportunités liées au marché chinois et les défis ou les menaces liées au système chinois. Il y a beaucoup de choses qui évoluent de manière autonome au niveau européen. On relance enfin les discussions sur un instrument international sur les marchés publics pour imposer de la réciprocité dans les marchés publics à nos partenaires, et notamment à la Chine. C'était une proposition que la Commission avait faite en 2012 et même en réalité en 2006. Moi, j'avais travaillé là-dessus en 2006. Donc il y a maintenant 13 ans, et qui était toujours resté coincé au Conseil, parce que certains États membres étaient soit très libéraux, et ils voyaient ça d'un mauvais œil, soit parce qu'ils avaient peur de mesures de représailles chinoises. Maintenant, il y a une réalisation qu'il y a un vrai problème de réciprocité dans les marchés publics avec la Chine. Sur l'investissement étranger, on vient d'adopter un règlement sur le contrôle des investissements étrangers à l'échelle européenne, un mécanisme européen d'alerte et de coopération. Alors évidemment, la décision reste entre les mains des États membres, mais c'est une première étape qui est absolument fondamentale dans ce domaine. Donc il y a une vraie prise de conscience au niveau européen de ces enjeux, une vraie réponse qui se met en place progressivement. Mais je crois qu'il y a une réponse fondamentale qu'il faut chercher à travers le renforcement des règles de l'OMC et de leur mise en œuvre effective que permet l'OMC. La Chine, quand on l'a poursuivie à l'OMC, s'est toujours mise en conformité, et qu'elle a été condamnée à l'OMC, par exemple sur les terres rares ou sur les restrictions à l'accès aux matières premières, c'est toujours mise en conformité suite à une condamnation à l'OMC. Il faut renforcer les règles de l'OMC pour enserrer encore une fois ce système chinois, avoir la capacité, avec
avec des règles plus détaillées qu'elles ne sont aujourd'hui sur les subventions qui ont été pensées pour les économies de marché, précisément, pas pour les économies où, d'une certaine manière, tout est subvention. Donc il faut vraiment avoir des règles qui donnent beaucoup plus de moyens aux autres membres de l'OMC de poursuivre la Chine si jamais il y a un certain nombre de problèmes. Il faut renforcer la transparence à l'OMC, et là-dessus on a très bien travaillé avec la Chine au cours des derniers mois, ce qui n'était pas du tout quelque chose de gagné jusqu'ici. Mais je crois fondamentalement que c'est la seule issue possible. L'autre issue qui est de détricoter systématiquement nos liens avec la Chine, c'est une issue qui comporte un coût qui est inimaginable aujourd'hui. Aller vers une nouvelle guerre froide économique entre les États-Unis et la Chine, ou entre le monde occidental et la Chine, c'est quelque chose qui serait extrêmement coûteux pour tous. La Chine aujourd'hui, c'est quand même notre premier fournisseur et notre deuxième marché à l'échelle européenne. Donc c'est vers ce renforcement systémique des règles qu'on doit aller, avec une mise en œuvre effective face à la Chine, en jouant effectivement d'un énorme coup de pied dans la fourmilière qu'a mis Donald Trump l'année dernière, donc en jouant de cette énergie qui a été générée par ce coup de pied, mais en canalisant cette énergie dans la bonne direction, qui est la direction d'un renforcement des règles plutôt qu'un éclatement total du système et qu'un effondrement du système commercial multilatéral qui serait une catastrophe pour tout le monde. Alors, Irène Horst, est-ce que le capitalisme chinois peut-il être enserré dans un système de règles tel que pose la question? Ouais, je ne suis pas sûre que l'ambition était de cette ampleur, mais en complément du rôle de l'OMC et des disciplines finalement que vont amener la Commission aussi bien sur les marchés publics, si tout se passe bien, que sur les investissements directs étrangers, l'OCDE en fait a un rôle à jouer, parce que pour les auditeurs qui ne connaissent pas bien l'OCDE, c'est une organisation avec 35 pays membres qui travaillent ensemble sur un champ très large de politique publique à deux fins. Premièrement, de comparer les expériences de politique publique et dans les domaines où ça se pose et ça fait sens, de coordonner les politiques publiques de manière à créer un état, disons un régime de globalisation qui est supérieur en termes de excusez-moi parce qu'on parle tout le temps en anglais, comment ça s'appelle, enfin bon bref, un régime de globalisation supérieur que si jamais il n'y avait pas eu de coordination entre les pays. Et donc cela se fait au moyen d'instruments, de standards auxquels adhèrent tous les pays de l'OCDE et de plus en plus des pays non membres de l'OCDE, et qui permettent donc de coordonner les actions des gouvernements et donc d'avoir une concurrence internationale qui ne soit pas biaisée. Alors les efforts justement que font la Commission mais avec les autres membres de l'OCDE, c'est d'apporter aussi des compléments en matière de discipline de l'action chinoise commerciale et investissement dans différents domaines. Donc, vous citez les principaux, notamment donc, le gouvernement d'entreprise, le gouvernement corporate governance, gouvernement des entreprises d'État, donc les règles qui vont organiser le fonctionnement, la transparence des entreprises d'État. Donc ça c'est fondamental en Chine parce que il y a une bien plus grande opacité et lien entre la direction des entreprises d'État avec le parti pouvoir politique. Ensuite, l'instrument de discipline sur la corruption internationale. Donc tous les pays de l'OCDE ne peuvent pas donner des pots de vin pour avoir des marchés publics. Ça n'est pas le cas de la Chine, donc évidemment ça crée un avantage comparatif. Le crédit à l'exportation, là aussi absolument fondamental, parce que ce qui fait la force de la Chine dans le projet des routes de la soie, c'est la force de financement. Et donc là, si la Chine s'astreint à la même discipline que les pays de l'OCDE sur le crédit à l'exportation, ça changerait aussi la donne, mais aussi le risque d'endettement pour les pays partenaires de la Chine dans la route de la soie. Enfin aussi, la responsabilité sociale des entreprises. Les disciplines de l'OCDE imposent à toutes les multinationales qui dépendent des pays de l'OCDE des disciplines strictes
en matière environnementale, de respect des droits de l'homme, etc. Donc disons que ces 4 axes, gouvernance des entreprises d'État, corruption internationale, crédit à l'exportation, responsabilité sociale des entreprises, l'OCDE a des instruments, et c'est donc l'enjeu est non seulement qu'à l'intérieur de l'Europe, les pays restent unis, mais aussi que l'Europe plus les autres pays, disons, qui vont représenter ce modèle de gouvernance qui est basé sur le marché, fassent ensemble pression pour que la Chine rejoigne ces standards. 2 autres instruments sont aussi importants, mais là plus pour la question de la réciprocité dans l'accès au marché chinois, donc les disciplines liées au marché public, mais aussi donc au fonctionnement de la politique de la concurrence. Voilà. Alors, peut-être qu'on va donner la parole à la salle pour des questions. Je ne sais pas si on fait circuler ce micro, je ne sais pas si vous en avez d'autres. Ouais, par 2, oui, puis comme ça on peut répondre, parce que Jean-François doit partir plus tôt. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? D'accord. Commencez par là, puis ici. Bien, merci beaucoup et pour la conférence. J'avais une question assez spécifique sur la couverture 5G en Europe, donc qui va devoir se faire dans les prochains mois. Et Huawei justement a fait une proposition de couverture pour toute l'Union européenne, sauf que on sait un peu la relation, Madame Horst vient de le rappeler, entre le parti, entre l'État et les entreprises, et un État chinois qui n'est pas très regardant au niveau de la protection des données personnelles. Et donc parallèlement à ça, on a aussi les États-Unis qui mettent des pressions à l'Europe pour que celle-ci s'éloigne de Huawei. Bon, après, les États-Unis ne sont pas non plus tout blancs, ça on le sait aussi depuis Snowden, mais ne se passer de Huawei pour l'Union européenne, ça créerait un retard de 2 ans par rapport à la couverture 5G en Europe. Donc, quelle est la position de l'Union européenne sur ce sujet, ou quelle devrait être s'il n'y en a pas encore? Merci. Il y avait une question à gauche, de ce côté. Merci. Bonjour, merci pour vos interventions. On parlait tout à l'heure de double jeu, de double discours. Et donc, du coup, moi, ma question portait sur l'aspect diplomatique. On a l'impression, et on en parlait, d'un double discours de la Chine envers l'Europe. Mais je me demande si le système européen n'encourage pas ce double jeu, justement. On a 2 canaux de communication, le service extérieur de l'Union européenne, et puis des modes de communication multilatéraux. Et puis on a chaque pays qui a son service, son réseau diplomatique, et qui va essayer de tirer ses propres intérêts face à la Chine. Donc je me demande si on parlait de la Chine comme rival systémique, mais justement le problème, est-ce que c'est pas que il y a une faille dans le système européen? Est-ce que c'est pas une faiblesse systémique de l'Europe? Alors, sur la 5G, tout le monde veut parler. On commence d'abord sur la 5G, puis après D'accord. Sur la 5G, je crois qu'effectivement, vous avez bien posé les termes du problème. C'est un problème qui est complexe. Il y a beaucoup de paramètres. Il faut, comme j'ai dit en introduction, ni être naïf, ni être paranoïaque sur ce sujet. Il y a une vraie question qui est posée par le lien entre le Huawei et l'État chinois, par même la législation chinoise qui permet d'exiger des opérateurs chinois la fourniture de données dans certaines situations. Donc ça, c'est une vraie question. En sens inverse, il y a une réaction évidemment très forte de la part des États-Unis avec lesquels on est en contact étroit au niveau européen. Donc, on n'a pas non plus vocation à être instrumentalisé par les États-Unis dans quelque chose qui nous dépasserait par ailleurs. Donc on doit avoir notre propre réponse européenne sur ce sujet, notre propre analyse des risques européenne sur
sur ce sujet. Et quand je dis une analyse des risques européenne, ça veut dire une analyse des risques qui est propre à l'Europe, en coordination avec d'autres pays dans le monde, mais qui est aussi commune à l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Il y a ces deux dimensions de l'identité européenne par rapport aux autres et puis entre nous. Et c'est la raison pour laquelle la Commission a publié le mois dernier des lignes directrices sur ce sujet qui ont vocation à permettre dans les mois qui viennent une véritable approche commune européenne de ce sujet. Je crois que c'est un point fondamental. Oui, je crois que les entreprises chinoises, je pense qu'il faut le rappeler aussi, la majeure partie des très grandes entreprises chinoises sont avant tout des entreprises d'État. On ne connaît pas d'ailleurs l'organisation, enfin on ne connaît pas la structure du capital de Huawei précisément. Donc ça pose toute une série de problèmes. Je pense que les entreprises chinoises aujourd'hui, depuis environ 2008-2009, depuis qu'elles investissent maintenant massivement à l'étranger, souffrent effectivement d'un problème d'image, puisqu'on a un peu cette image d'une China Incorporated, si vous voulez, où on aurait quelque part un parti, un État qui serait capable effectivement de tirer les ficelles beaucoup plus que dans d'autres pays, parce que vous avez raison de rappeler qu'aucun pays n'est véritablement blanc tout blanc dans ces questions. Donc c'est un problème d'image pour la Chine, et on a vu Huawei effectivement réagir très très vite sur des histoires, comme vous l'avez vu, je crois que c'était en Pologne, sur l'accusation éventuellement d'espionnage de la part des personnes qui travaillaient pour Huawei. Ça va être très difficile en fait pour les entreprises chinoises de se défaire de cette image. Alors derrière, il y a aussi toute la question de politique industrielle encore, qui est très importante, qui est la question des standards, puisque la Chine essaye de se hisser au niveau des pays qui sont, ou en tout cas des firmes qui sont capables d'établir des standards sur, pas uniquement dans les télécommunications, mais là il y a un très gros enjeu qui est sur celui de la 5G. Donc là, tous les coups sont permis, et comme tous les coups sont permis, on voit bien effectivement les États-Unis agir de manière assez sévère. D'ailleurs, ça ne date pas d'hier. La question de Huawei aux États-Unis, comme vous le savez, Huawei a été interdit de territoire américain sur les grosses infrastructures de télécommunications. Il y a d'autres pays effectivement qui l'ont fait, comme l'Inde. Donc ça pose effectivement toute une série de problèmes sur les questions de guerre économique entre les pays. Moi, je trouve, mais encore une fois, peut-être que mon voisin va être en désaccord avec moi, mais qu'on est sur une vision du marché dans l'Union européenne, où encore une fois, la Chine nous pousse à réagir sur les questions de politique industrielle. On a aujourd'hui un certain nombre d'acquis. Si vous regardez la politique extérieure de la France, on a la capacité, si vous voulez, aujourd'hui, d'avoir un commerce extérieur qui est fort sur toute une série de secteurs qui sont directement issus de la politique industrielle qu'on a eue dans les années 1960-1970. Alors il y a eu beaucoup d'échecs, je le concède, mais aujourd'hui, si on voulait avoir une politique un peu plus active en matière industrielle, et je ne dis pas qu'on doit faire exactement ce que fait la Chine, eh bien nos propres règles nous interdiraient de le faire aujourd'hui en Europe. Donc il y a peut-être aussi une question que nous pose la Chine à travers notre modèle, qui peut-être devrait évoluer sur notamment la question des investissements. Pourquoi est-ce que la route de la soie nous interpelle également sur le caractère massif des investissements que la Chine fait dans un certain nombre de pays? Je sais que François Godboin avait posé cette question tout au démarrage auprès de l'Union européenne en disant mais finalement pourquoi est-ce que l'Union européenne devrait aller investir en Asie centrale? Non, c'est en Europe qu'elle doit investir et avoir un programme encore plus massif d'investissement pour développer l'Europe. Je voulais juste rebondir sur ce que disait Jean-François. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que la Chine, encore une fois, c'est l'autre, et que cet autre nous met face à nous-mêmes et nous invite à nous poser des questions sur qui on est et dans quel discours nous nous sommes enfermés. Est-ce que finalement on est allé trop loin dans un discours
qui met le marché en avant sans finalement réaliser et complètement admettre que malgré tout, l'État a toujours été là dans nos économies, évidemment pas de la même manière qu'en Chine. Et donc effectivement, je pense que la question du renouveau de la réflexion sur la politique industrielle est complètement d'actualité. Juste pour ne pas oublier le monsieur qui avait posé cette question sur le double jeu, je pense que c'est même encore plus compliqué que ça. Je pense qu'il y a eu une évocation de cette question de divide and rule, etc. Et évidemment que la Chine joue là-dessus, mais Sébastien pourrait le confirmer, c'est quand même un principe de base des relations internationales, donc c'est vraiment pas propre à la Chine. Mais je pense que c'est même encore plus compliqué que ça, c'est-à-dire que même à l'intérieur des pays, il n'y a jamais un seul discours, mais il y a plusieurs acteurs et il y a même différents niveaux et registres de discours. Donc voilà, je ne sais pas si ça apporte grand-chose ou ça complique. Sébastien. Bon, sur la 5G, je rejoins ce que Jean-François Huchet a pu dire, notamment sur l'interrogation autour des politiques industrielles. Quand vous avez une technologie qui a autant d'implications sur le plan de la sécurité ou sur le plan des données personnelles, et que vous êtes face à un pays qui, sur son sol national, n'autorise aucun investissement étranger dans ce domaine-là, et même, bien évidemment, restreint un certain nombre d'opérations pour des raisons de souveraineté nationale, je crois que une institution comme l'Union européenne se doit à un moment donné de réagir en mettant en évidence que lorsqu'il y a des implications de sécurité, effectivement, elle peut mettre en place un certain nombre non seulement de normes, mais éventuellement de restrictions pour que, tant qu'on n'a pas une idée véritable des relations que Huawei peut avoir avec l'État chinois, et tant qu'il y a des doutes dans ce domaine-là, je pense que, effectivement, à titre personnel, la première réaction que l'Union européenne doit faire, c'est de faire en sorte que les entreprises européennes mettent en place la 5G en Europe, puisque de toute façon, les États-Unis et la Chine ne feraient pas autre chose de leur côté. C'est là où, effectivement, on a parfois l'identification de ce qu'on qualifie assez souvent de certaines faiblesses de l'Union, quand bien même, bien sûr, il y a toute une série de normes de respect de la concurrence et du marché qui sont mis en avant. Mais voilà, sur cette question de la 5G, on est vraiment dans quelque chose de spécifique. Et d'ailleurs, les entreprises européennes ont un peu de retard sur le plan technologique dans la mise en place de cette technologie, et donc il serait très bon pour l'Union européenne de faire en sorte que le retard soit comblé. C'est une position bien évidemment personnelle, mais voilà. Et puis sur cette question, bien sûr, du double jeu, vous voyez, le discours dépend également des acteurs, donc c'est assez souvent beaucoup plus compliqué que ça. C'est pas seulement un discours vis-à-vis de l'Union européenne, puis ensuite un discours vis-à-vis de chacun des États. C'est aussi des discours multiples en fonction des acteurs que la Chine va avoir en face d'elle pour justement essayer de favoriser ses intérêts sur le plan économique. Alors effectivement, on a une structure européenne qui ne facilite pas, bien évidemment, une opposition ferme, comme les États-Unis peuvent l'avoir de leur côté, parce que la structure fait qu'on est constitué d'États-nations qui ont délégué une partie de leur souveraineté et de leurs prérogatives, mais qui dans le même temps peuvent aussi parler de leur voix. Et donc l'exemple italien le montre, puisque la décision d'Italie de rentrer dans le cadre du programme des routes de la soie, on bien même il s'agit pour l'instant d'un certain nombre d'accords et d'un certain nombre de grandes orientations. On a vu la réaction immédiate de la part de Bruxelles, qui a tenté de faire comprendre à l'Italie qu'effectivement, on n'aurait pas vu s'appliquer autant aller dans cette direction, mais le gouvernement italien, s'il souhaite le faire, semble, à mon avis, à les mains pour continuer dans cette voie. Edouard Boursier, je peux vous lire répondre à la deuxième question. Oui, je n'avais pas répondu à la deuxième question, parce que je pensais qu'on faisait deux tours de réponse, c'est pas du tout que je ne voulais pas répondre. Peut-être juste avant un mot sur la question de la politique industrielle, puisque Jean-François Huchet m'a interpellé sur ce sujet.
Pour dire qu'on n'est pas du tout en désaccord, en réalité, là-dessus, je pense qu'effectivement, la Chine, le changement de la donne à l'échelle mondiale doit nous pousser et nous pousse à revoir notre mode de fonctionnement, revoir notre rapport à la politique industrielle. On le fait, en réalité, on doit le faire plus, à mon avis, on le fera plus, ce sera un des grands enjeux des 5 prochaines années, du prochain mandat du Parlement européen et de la prochaine Commission. Mais on le fait aujourd'hui sur l'Airbus des batteries, par exemple. On le fait sur les supercalculateurs, où il y a eu des investissements européens massifs. On a par ailleurs un plan d'investissement Juncker qui représente quand même 350 milliards d'euros, qui a été mis en œuvre au cours des dernières années. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, y compris avec les règles européennes actuelles, et y compris avec les règles de la concurrence actuelle, contrairement à ce qu'on a dit dans le débat public très souvent au moment de la question, quand la question s'est posée pour la fusion Alstom-Siemens. Si on devait refaire Airbus aujourd'hui, typiquement, les règles européennes de la concurrence n'empêcheraient en rien la constitution à nouveau d'Airbus dans les mêmes conditions que dans les années 90, dans les années 70. Et donc il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Sur votre question sur est-ce que de manière inhérente finalement au système européen on a une faiblesse par rapport à ces tentatives de divide and rule de la part de nos partenaires, encore une fois pas seulement de la Chine, de beaucoup de nos partenaires. La réponse est oui, mais la deuxième réponse c'est qu'on le sait aussi, qu'on en est conscient et qu'on est assez habitué à ça. S'il y a deux choses finalement qui caractérisent le système européen, c'est d'une part la recherche du consensus permanent autour de la table du Conseil entre les 28 pays membres de l'Union européenne, et puis le fait que quand on se tourne vers nos partenaires à l'étranger, le grand jeu de tous nos partenaires, notamment les plus puissants, c'est d'essayer de diviser les Européens. Donc on commence à quand même être assez rompu à ce type d'exercice. On a eu affaire à ça de très nombreuses fois, donc on a aussi des moyens d'y répondre, notamment des moyens de coordination constante de la part en matière commerciale, par exemple. Il faut savoir que tous les vendredis, il y a une réunion de tous les responsables du commerce des 28 États membres et de la Commission pour faire le point, ajuster nos positions sur tout un tas de sujets. Mais c'est vrai que le fait d'avoir un niveau européen et un niveau des États membres, forcément, fait qu'il y a plusieurs interlocuteurs, même si, formellement, en matière de politique commerciale, il y a une compétence exclusive octroyée par les traités de l'Union européenne sur le plan commercial. Après, évidemment, il y a toujours des franges sur lesquelles nos partenaires vont jouer. Ce que j'observe quand même, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur des sujets absolument fondamentaux au cours de ces dernières années, que ce soit le statut d'économie de marché que j'ai mentionné avec la Chine, que ce soit la réponse européenne aux agressions américaines sur l'acier et l'aluminium l'année dernière, les mesures unilatérales protectionnistes américaines sur l'acier et l'aluminium, soi-disant pour des questions de sécurité qui n'ont aucun rapport avec les questions de sécurité nationale, que ce soit sur la réponse des Européens face aux diverses tentatives de division des Britanniques sur le Brexit. À chaque fois, on a de fait fait preuve d'une grande unité qui, d'une certaine manière, est assez étonnante, effectivement, par rapport à ce que vous disiez sur cette faiblesse inhérente du système européen, est plutôt une bonne nouvelle de ce point de vue-là. Et d'autant qu'il y a une dimension dynamique, où je crois que notamment l'année dernière, dans ce rapport de force très dur avec les États-Unis sur l'acier et l'aluminium, il y a une prise de conscience des États membres, je ne vais pas être trop optimiste, mais il y avait une dynamique autour de la table du Conseil où tous les États membres, avant de prendre la parole, au COREPER, au comité des représentants permanents, les ambassadeurs de l'Union européenne à Bruxelles, tous commençaient par insister sur l'importance de l'unité. Donc il y avait vraiment une conscience du fait que si on répond de manière unique, on peut défendre nos intérêts, que si on commence à présenter le moindre signe de division, le moindre signe de faiblesse, on est fini. Donc ça, je pense qu'il y a un effet d'apprentissage aussi derrière ça qui est assez important. Et puis peut-être le tout dernier point, c'est qu'on ne se prive pas non plus, en tant qu'Union européenne, de jouer nous-mêmes de ces tactiques de divide and rule
À Washington, il y a l'administration, mais il y a aussi le Congrès, il y a des sénateurs, il y a des représentants qui représentent des intérêts assez divers à l'échelle des États-Unis. On est en contact évidemment avec toutes ces parties prenantes-là. Et s'il y a un intérêt européen à jouer de certaines divisions, on ne se prive pas de le faire, comme le montrent d'ailleurs les contre-mesures qu'on a prises contre les États-Unis sur l'acier et l'aluminium, où on a précisément touché certains États, certaines industries dans certains États, pour faire pression sur les membres du Congrès vis-à-vis de l'administration américaine. Si je comprends bien l'image largement répandue, notamment dans l'opinion publique et la presse, d'une Europe totalement désarmée face à une Chine très puissante, il faudrait justement la nuancer par rapport à tout ce que vous venez de nous dire. On va continuer à prendre des questions. C'est par madame et monsieur derrière. Tu vas passer aux questions derrière. Bonjour. Ma question rebondit exactement sur cette dernière remarque. Moi, ce qui m'a marqué dans la caricature, c'est la position défensive de l'Europe et de penser aussi l'État chinois comme un État absolument uni, alors qu'on sait qu'il y a des divisions rien qu'au niveau des intérêts économiques, au niveau provincial, au niveau national, entre les provinces, et que dans pas mal de secteurs économiques, on peut essayer de jouer le jeu de la concurrence et du marché entre les différents acteurs. Et donc, professionnellement, moi je travaille dans l'édition et c'est une stratégie commerciale qu'on essaye de développer au niveau notamment des industries culturelles, parce qu'il y a aussi beaucoup d'enjeux aujourd'hui au niveau des industries culturelles en Chine. Et ma question principale, c'est justement comment les acteurs économiques aujourd'hui, français ou européens, s'arment en connaissant le marché et comment fonctionne le marché chinois et peuvent tirer profit de la situation de concurrence en interne de la Chine. Voilà. Bonsoir, merci pour la qualité de vos interventions. Moi j'avais en fait deux questions. La première question, il se trouve que la conférence là ce soir, elle coïncide assez bien avec la sortie d'un livre d'un des ministres de la République sur les empires. Et effectivement, la première question, c'est on a un peu l'impression que d'un côté, on a deux empires très offensifs, la Chine et les États-Unis, pour ne pas les citer, de l'autre côté, et donc qui sont prêts à tenir un double discours, à être libre-échangistes quand ça les avantage, à devenir beaucoup plus étatistes et protectionnistes quand ils le préfèrent. Et face à cela, on a un peu l'impression d'une Europe qui n'est pas du tout un empire, qui est une confédération plutôt libérale et qui risque de perdre à tout coup dans une telle concurrence. Ça, c'est ma première question. Je voudrais avoir un peu votre avis sur cette perception, peut-être historique, peut-être vue d'avion, mais quand même, je trouve assez inquiétante et partagée clairement par ce ministre qui invoque de ses voeux l'émergence d'un empire européen. La deuxième question, elle est beaucoup plus sectorielle, elle est beaucoup plus terre-à-terre. L'Europe, de temps en temps, ne se prive pas de faire des procès, ou en tout cas des actions en justice contre des acteurs économiques qu'elle accuse d'abus de position dominante, ou de position dominante pouvant provoquer des abus, et les dernières en date étant les amendes importantes infligées à Google dans le numérique. À l'inverse, et assez étonnamment de ma part, l'Europe refuse une fusion dans le secteur ferroviaire que vous avez évoqué récemment entre Siemens et Alstom pour créer un champion européen de 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires en invoquant qu'il y aurait des risques d'abus de position dominante. Mais au même moment, l'Europe, en tout cas à ma connaissance, ne s'intéresse absolument pas aux abus de position dominante que fait peser sur ce même secteur le concurrent direct chinois dans le ferroviaire de ces deux entreprises, CRRC, dont le chiffre d'affaires est 2 fois supérieur à ceux qu'on a empêchés de se marier parce qu'ils posaient un problème potentiel d'abus de position dominante. Donc pourquoi ? Le ministre dont vous parlez, c'est Bruno Le Maire, je crois. Oui. C'est vrai que l'Empire, pour les Français, c'est toujours un souvenir un peu délicat, parce que ça aborde à Napoléon.
Alors, la première question sur comment les acteurs économiques européens peuvent utiliser notamment les failles qui existent en Chine. Oui, moi je partage votre avis, hein, bien sûr. Alors après, il faut regarder les secteurs. Et puis, il y a quand même un certain nombre de limites aussi qui sont posées par l'État central chinois. Si vous regardez l'automobile, par exemple, il y a à peu près 35 ans, la Chine voulait 3 grandes coopérations internationales qui correspondaient plus ou moins aux 3 grandes entreprises d'État qu'il y avait à l'époque, Shanghai, Changchun et puis Wuhan. On les retrouve bien aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a plein de constructeurs automobiles étrangers qui sont rentrés par la petite porte et qui ont... Et finalement, au bout du compte, quand vous regardez la carte, dans le secteur automobile, on retrouve effectivement pratiquement tous les constructeurs un peu partout en Chine. Donc c'est vrai qu'on peut utiliser un certain nombre de stratégies et de faiblesses quelque part aussi de la Chine. Alors après, encore une fois, je pense qu'il faut regarder aussi les secteurs. Il y a des secteurs où c'est pas du tout possible parce qu'il y a des monopoles ou des duopoles d'État qui sont quand même très sévèrement encadrés par l'État chinois. Et puis même dans les secteurs qui sont ouverts, on a quand même depuis l'accession de la Chine à l'OMC, autant on a eu une baisse des droits de douane qui a été très très importante et qui place la Chine pratiquement au même niveau que les moyennes des meilleurs élèves hein, sur ce plan, autant travailler avec la Chine, vous le savez, on a quand même des barrières non tarifaires qui se sont développées, qui ont proliféré en Chine et qui empêchent aujourd'hui un certain nombre de constructeurs étrangers ou d'investisseurs étrangers de développer leur activité. Et je pense que les choses, effectivement, ça a été dit, les chambres de commerce européennes, japonaises ou américaines se plaignent ces dernières années, effectivement, d'une multiplication de ces barrières non tarifaires qui se développent un peu partout. Donc, il y a toujours tout de même un État central qui est présent et qui, à un certain moment donné, peut battre le rappel pour empêcher effectivement le développement d'un certain nombre de pratiques justement étrangères qui viseraient à diviser entre les provinces. Donc, d'accord avec vous, mais il y a quand même, là encore une fois, il y a toujours un État qui est présent et qui peut, à un certain moment donné, mordre et rappeler à l'ordre un certain nombre de producteurs étrangers. On a vu, il y a, je crois, ces 3-4 ans aujourd'hui, sur les procès qu'on a eu dans l'industrie pharmaceutique, où on a rappelé à l'ordre un certain nombre de producteurs étrangers. Et là encore, ça fait partie effectivement d'une politique industrielle qui vise à protéger le marché intérieur et à donner du temps aux producteurs chinois pour justement s'armer et se défendre par rapport à la concurrence internationale. Qui va ajouter un mot ? Pour aller dans le même sens, bien évidemment, au vu de l'immensité du territoire et de la multiplicité des acteurs, il y a des concurrences qui peuvent se livrer entre les acteurs chinois. Alors, du point de vue de l'extérieur, il s'agit surtout de logique économique et industrielle essentiellement, hein, donc des acteurs économiques européens qui pourraient effectivement faire jouer la concurrence entre des acteurs économiques chinois pour essayer de défendre leurs intérêts. Je prendrai l'exemple de la compagnie maritime française, hein, la CMA-CGM, qui a racheté il y a quelques années de cela, donc c'est le 4e transporteur mondial. La CMA-CGM, elle est en concurrence directe avec la COSCO, qui est la première compagnie maritime chinoise. Donc elle se livre une concurrence vraiment pour les 3e et 4e places pour l'instant en tant qu'armateur. Et la CMA-CGM a racheté China Merchant, qui est une entreprise de transport chinoise privée, qui compte également parmi les acteurs chinois, et la CMA-CGM l'a fait évidemment pour livrer une concurrence directe à COSCO. Et dans le même temps, vous avez des directives de la part du gouvernement central chinois dans le cadre de la concrétisation des nouvelles routes de la soie, notamment dans le cadre des investissements portuaires, pour que les différents acteurs économiques chinois s'associent sur un certain nombre de projets. Et donc, appeler par exemple China Merchant et COSCO à collaborer pour développer un certain nombre de projets. Alors même que les deux compagnies sont de fait concurrentes de par les parts des acquisitions que la CMA-CGM a fait dans la China Merchant. Donc il y a vraiment sur le terrain une complexité effectivement des situations et il en est de même pour les provinces. On en a parlé, vous avez parlé des
provinces chinoises, notamment dans le Grand Ouest tout à l'heure. Les nouvelles routes de la soie, c'est aussi une volonté des autorités chinoises de relancer un certain nombre de stratégies provinciales sur le plan économique, pas seulement sur tout le flanc occidental et du centre-ouest chinois en direction de l'Eurasie, mais aussi les provinces maritimes qui, dans le cadre de la route maritime de la soie, sont censées mettre en place des stratégies et développer leur tissu industriel. Et donc on a des provinces comme celle du Fujian et du Guangdong, où les acteurs économiques se livrent des concurrences sur les marchés sud-est asiatiques ou du Pacifique, tout simplement. Quand bien même les autorités chinoises font des nouvelles routes de la soie, une stratégie d'État, et derrière lesquelles toute la Chine doit être unie. Donc il y a toujours bien sûr des logiques économiques et industrielles qui peuvent être utilisées par des acteurs économiques extérieurs, et notamment européens, dans le cadre de secteurs très compétitifs, et le secteur de l'économie maritime, par exemple, est un secteur très compétitif, notamment celui du transport maritime. Donc voilà l'ajout que je voulais faire par rapport à ça. Je ne sais pas, alors sur la question des empires, bon, ça revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure, mais je pense quand même que l'Union européenne, de par l'histoire de sa construction, même si elle n'est pas complètement unie, et qu'on ne peut pas la comparer, bien sûr, aux empires chinois et américains, il y a quand même, je crois, une prise en considération de la part d'une bonne partie des acteurs européens qui sont sur un même navire, même si on a dans un certain nombre de pays, effectivement, des courants politiques qui vont à l'encontre de cette construction. Je crois que la Chine, de ce point de vue-là, il y a toujours ce qu'on appelle le China Factor, le facteur Chine, et je pense qu'aussi un certain nombre d'États européens, et je pense à toute la frange périphérique orientale de l'Union européenne, dont les États ont adhéré finalement très récemment à l'Union européenne, et dont certains sont en attente de le faire. Il y a aussi une volonté de leur part d'utiliser la question chinoise pour mieux, bien évidemment, interpeller l'Europe des 15 et faire en sorte, bien sûr, d'obtenir peut-être un peu plus de considération que ce qu'ils ont pu avoir par moment, même s'il n'y a pas eu un manque de considération totale de la part de l'Union européenne. Mais les pays des Balkans, par exemple, très mal équipés en matière d'infrastructure, quand les entreprises chinoises viennent proposer un certain nombre de projets dans le domaine des infrastructures, ils répondent positivement parce qu'ils ont un manque dans ce domaine-là, et ils estiment, en tout cas une partie de leur stratégie de ce point de vue, et de montrer à l'Union européenne des 15 que, comme ils attendent depuis un certain temps, ils vont se tourner vers la Chine. Et donc je crois qu'il y a quand même un arrière-plan, si vous voulez, qui, même si on ne peut pas le comparer à un empire, il reste quand même des logiques d'intégration qui ont une certaine durée et qui ne peuvent pas, comme ça, complètement éclater quand même il y a des lignes de fracture du jour au lendemain. Je pense que l'Union européenne se doit bien évidemment de continuer dans cette voie. Si vous voulez peut-être intervenir sur des questions, je passe la parole à Edouard, monsieur. Juste deux petits points plutôt sur les questions posées par monsieur là-bas. Sur le livre des empires, évidemment, donc je ne l'ai pas lu, mais je pense que ce qui est vraiment une dimension qui est particulièrement importante quand on pense comme ça les grands blocs, c'est les investissements qui ont été faits dans le domaine technologique, les avancées technologiques respectifs, Chine, États-Unis d'un côté et Europe de l'autre. Et je pense notamment à tout ce qui va être lié aux technologies de l'information et de la communication, où la Chine a donc sciemment fermé ses frontières pour pouvoir développer ses propres géants. Donc là, je parle plutôt des plateformes digitales. Mais voilà, je trouve que ça, c'est vraiment un enjeu très important que l'Europe continue à investir massivement dans toutes les questions de technologie, d'information, de la communication. Sur la deuxième question, je voulais juste faire un petit point sur le fait que l'absence de fusion entre les deux géants n'empêche pas à ces deux entreprises de collaborer sur certains projets d'investissement. Donc en fait, il y a quand même, c'est pas parce qu'il n'y a pas une fusion qu'il n'y a pas forcément possibilité d'avoir un point critique sur l'économie internationale. Et quant à la comparaison avec
quelle réponse face aux concurrents chinois. C'est vrai qu'à l'OCDE, dans l'idéal, on voudrait que en fait, la Commission et les pays de l'OCDE fassent jouer des restrictions si la Chine ne respecte pas un certain nombre d'instruments, là en l'occurrence liés au gouvernement d'entreprise et à la politique de la concurrence, pour donner un droit d'accès au marché européen, par exemple. On en est loin, voilà. C'est aussi une question que je poserai à mon collègue de la Commission. Merci. Moi, je vais répondre sur la question des empires et puis sur la question Alstom Siemens, même si je ne suis pas un expert de la politique de la concurrence. Sur les empires, je pense que c'est une question très importante parce que, au fond, ce qu'il y a derrière ça, c'est la question de la valeur ajoutée européenne aussi, de la raison d'être de l'Union européenne. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un des éléments les plus importants pour... si on pense à pourquoi est-ce qu'on est ensemble, pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait au niveau européen, c'est précisément parce qu'on peut peser plus lourd ensemble, peser sur le cours des choses d'une manière qu'individuellement on ne pourrait pas faire. Alors sans forcément être un empire, l'Union européenne n'a pas forcément les moyens d'être un empire, les États membres ne lui ont pas forcément donné ces caractéristiques-là. Mais même sans être un empire, je ne crois pas que pour autant l'Union européenne soit condamnée à la faiblesse à l'échelle internationale. Et là, je pense qu'il faut à un moment un tout petit peu décentrer le regard. On est au pays de Pascal, donc vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Ça vaut le coup de s'interroger sur la perception qu'on a, nous, à l'intérieur de l'Union européenne, de ce qu'on est, et la perception qu'ont nos principaux partenaires. Et je parlais de Donald Trump tout à l'heure qui se plaignait des méchancetés que lui fait l'Union européenne. Il passe son temps, depuis son arrivée au pouvoir, à expliquer que l'Union européenne a été conçue pour faire du mal aux États-Unis. Donc à la limite, s'il y en a un qui croit bien à un empire européen, à la force de l'empire, c'est bien le président des États-Unis d'Amérique, qui qualifie Jean-Claude Juncker de tough cookie, qui est, je crois, sincèrement, et c'est pas parce que c'est le président de la Commission européenne et que je veux gagner des points avec le président de la Commission européenne, mais qui, je crois, dans la dynamique, d'après ce que m'ont rapporté des collègues qui ont observé les choses de très près, est impressionné par Jean-Claude Juncker, pour des raisons qui lui appartiennent. Probablement, peut-être aussi parce que vous savez que Trump a dit 12 fois à la chancelière allemande « Je veux négocier avec vous pour résorber mon déficit, notamment dans l'automobile. » Et 12 fois, la chancelière l'avait conduit en lui disant « C'est pas moi qui suis en charge des questions commerciales, moi j'ai rien à dire en matière commerciale, il faut s'adresser à Jean-Claude Juncker, à la Commission européenne. » Il a fait la même chose avec Trump, avec le président Macron, en disant qu'il préférerait 1000 fois négocier directement avec la France que négocier avec l'Union européenne. À chaque fois, on l'a renvoyé vers l'Union européenne, et c'est pas quelque chose qui lui plaît particulièrement, et il a vraiment le sentiment, pas entièrement infondé, que l'Union européenne défend ses intérêts, est capable de défendre ses intérêts. Et on pourrait multiplier les exemples de partenaires qui ne considèrent pas du tout que l'Union européenne est faible, apeurée, et fait ce qu'on lui dit. Les Africains, par exemple, avec lesquels j'ai négocié à une époque, ont l'habitude de dire que l'Union européenne, c'est un hippopotame, qu'on a l'air assez doux en apparence, mais qu'en réalité, on est un animal extrêmement dangereux. C'est pas forcément non plus la manière dont on veut se projeter vis-à-vis de l'Afrique, mais c'est intéressant quand même d'écouter ce que disent nos partenaires. Ou si vous allez à Singapour, on va vous expliquer que l'Union européenne est une forteresse en matière de services financiers, est extrêmement protectionniste en matière de services financiers, alors qu'à l'intérieur de l'Union européenne, on a l'impression qu'on est là aussi offert même à tous les vents. Et il y a une question de perception, il y a une question un peu de biais parfois dans la manière d'interpréter les choses. Moi, je suis souvent frappé par les éditorialistes en France en particulier. Il y a une expression qui est le dindon de la farce, qui revient tout le temps. Dès qu'on parle des États-Unis, de la Chine, c'est forcément l'Union européenne sera le dindon de la farce d'un accord entre les États-Unis et la Chine. Bon, il y a la CNUSET qui a publié un rapport il y a un mois
qui montre, en tout cas pour l'instant, dans la confrontation sino-américaine, le principal bénéficiaire, c'est l'Union européenne. Aux États-Unis, parce qu'elle prend en partie la place de la Chine, et en Chine, parce qu'elle prend en partie la place des États-Unis. On parlait de Huawei tout à l'heure. Les États-Unis bloquent l'entrée de Huawei aux États-Unis. En réalité, il n'y a pas d'entreprises américaines qui sont des concurrents directs de Huawei de grande ampleur. Les deux principaux concurrents de Huawei, ils s'appellent Ericsson et ils s'appellent Nokia Siemens Systems. C'est deux Européens. Donc il y a aussi parfois une capacité des Européens à, eux, tirer les marrons du feu et défendre leurs intérêts. On a conclu récemment un accord qui est le plus gros accord commercial jamais conclu entre deux pays, entre l'Union européenne et le Japon, deux des 4 principales économies mondiales, qui est entré en vigueur le 1er février dernier, donc c'est tout récent. Il n'y a aucun accord aussi important qui est entré en vigueur jusqu'ici. Bon, d'une certaine manière, on pourrait dire que le grand perdant de l'accord Union européenne-Japon, c'est les États-Unis. Parce que dans tout un tas de domaines, l'Union européenne va maintenant avoir une position beaucoup plus favorable au Japon que les États-Unis, et le Japon dans l'Union européenne que les États-Unis. Si vous regardez les exportations de porc, par exemple, qui sont un gros poste d'exportation américain, dès le mois de février de cette année, les exportations européennes de porc ont augmenté de 34% au Japon, alors que les exportations américaines ont diminué de 14%. Jusqu'ici, le premier fournisseur de porc au Japon, c'était les États-Unis, avec 1,8 milliard de dollars par an. Le deuxième, c'était l'Union européenne, avec 1 milliard de dollars par an. Dès le mois de janvier, maintenant, ça s'est inversé. On est devenu le premier fournisseur du Japon en porc. Sur le vin, c'est exactement la même chose. Sur les voitures, qui sont le grand secteur d'intérêt de Donald Trump, c'est exactement la même chose. On a obtenu que le Japon reprenne l'intégralité des réglementations techniques internationales en matière automobile qui sont dominées de la tête et des épaules par les Européens au Forum mondial pour l'harmonisation des règles automobiles, qui sont les mêmes que les règles européennes en réalité, les règles internationales, qui ne sont pas les règles américaines. Bon, le Japon s'est complètement aligné sur les règles européennes et internationales. Évidemment, ce n'est pas quelque chose qui va bénéficier énormément à l'industrie automobile américaine, qui va être désavantagée par rapport aux Européens au Japon, et qui va être désavantagé par rapport aux Japonais sur le marché européen. C'est un des deux gros marchés qui échappent du même coup à l'industrie américaine. Vis-à-vis de la Chine, cet accord entre l'Union européenne et le Japon, c'est un accord qui a une dimension stratégique fondamentale sur la définition des normes du futur. Dans la concurrence avec la Chine, c'est aussi quelque chose qui pèse très fort. Il n'y a pas un éditorialiste en France qui a titré, au moment de l'entrée en vigueur de cet accord entre l'Union européenne et le Japon, la Chine ou les États-Unis seront le dindon de la farce de l'accord Union européenne-Japon. Donc vous avez probablement peut-être même pas entendu parler. Donc il y a vraiment une question de perception et de biais parfois dans la manière d'analyser, d'interpréter les choses en Europe et, si je vous ai dire, en France en particulier. Rapidement sur Alstom Siemens. Sur Alstom Siemens, qui n'est pas mon domaine d'expertise, donc je ne voudrais pas m'aventurer trop loin, mais j'en ai un petit peu parlé avec des collègues de la DG Concurrence, et avec d'ailleurs aussi des économistes en France, le président du Conseil d'analyse économique, Philippe Martin, qui trouve que la décision de la Commission était très bonne, Jean Tirole, le prix Nobel d'économie français, qui soutient aussi la position de la Commission. Il y a que les responsables politiques en France qui trouvaient que c'était une ânerie et qui criait là-dessus. Donc là aussi, ça peut valoir la peine de s'interroger sur pourquoi un écart pareil. Moi, ce que j'observe quand je parle avec mes collègues de la DG Concurrence, c'est que manifestement, ni Alstom ni Siemens n'étaient très motivés pour fusionner. Il y avait une volonté de la part des États de faire du mécano-industriel et de construire un géant européen, un champion européen, un grand acteur européen. Mais derrière, dans l'instruction du dossier avec les deux entreprises, il n'y avait pas énormément de bonne volonté de la part d'Alstom et Siemens pour défendre leur dossier, pour défendre leurs intérêts. Elles n'ont pas aidé la Commission à apporter une réponse positive. Et la Commission, par rapport à ça, elle avait une approche qui au départ était extrêmement ouverte, extrêmement favorable. Il y a 85% du chiffre d'affaires d'Alstom et Siemens qui posait strictement aucun problème du point de vue de la concurrence. Strictement aucun problème. Donc il pouvait y avoir une fusion sans même qu'il y ait
de remède, comme on dit, du point de vue de la concurrence. Il y avait deux marchés, deux segments sur lesquels il y avait un risque du point de vue de la concurrence. C'était les trains à très haute vitesse, à plus de 350 km/h, donc uniquement certains types de TGV, et puis la signalisation, qui sont des systèmes très complexes d'échange pour la sécurité entre la terre et les trains. Sur ces deux problèmes, sur ces deux segments, il n'y a que deux concurrents en Europe. C'est Alstom et Siemens. Donc l'élimination d'un concurrent sur les deux, ça fait que les 28 SNCF européennes, du jour au lendemain, elles se retrouvent face, quand elles font un appel d'offres, elles savent qu'elles auront une seule entreprise qui va soumettre une offre, et donc qui sera vraiment reine, qui fera ce qu'elle veut, et donc quand même un assez gros problème de concurrence, un assez gros problème pour la modernisation des infrastructures, parce que ça coûtera plus cher, un assez gros problème pour les finances publiques, donc d'assez grosses questions qui peuvent se poser. C'est pas quelque chose vis-à-vis de laquelle la Commission européenne, encore une fois, a une approche dogmatique en disant c'est inacceptable, donc on interdit tout. Encore une fois, pour l'essentiel des activités d'Alstom et Siemens, il n'y avait pas de problème. Donc il y a des solutions à ça. Normalement, les entreprises acceptent de prendre des remèdes, donc de céder un certain nombre d'actifs pour avoir constitué un concurrent européen minimum sur ces segments-là pour permettre la fusion. En général, les entreprises qui fusionnent, les très grosses entreprises qui fusionnent, j'ai bientôt fini, qui fusionnent comme ça, elles cèdent jusqu'à 20% de leurs actifs. Bayer, Monsanto, dont on a beaucoup parlé, Bayer a dû céder 30% de ses actifs pour racheter Monsanto. Ils l'ont fait, ils ont fait un géant mondial, qu'on aime ou qu'on n'aime pas d'ailleurs, avec le glyphosate, mais qui est devenu un géant mondial. Mais ils ont accepté de jouer le jeu, de prendre certains remèdes. Alstom et Siemens, c'était moins de 10% du chiffre d'affaires qui était concerné par d'éventuelles cessions. Ils n'ont absolument pas voulu jouer le jeu, ils n'ont fait aucune proposition sérieuse en ce sens-là. Il y a un moment où, quand on n'aide pas celui qui prend la décision à prendre une décision favorable, il ne faut pas s'étonner du résultat. L'autre grande question, c'était la question qui venait contrebalancer les questions de concurrence interne, qui était la question de la concurrence mondiale et de la concurrence chinoise, qui était une question fondamentale, et qui est une question qui peut être prise en compte dans le cadre des règles européennes. Il ne faut pas croire qu'aujourd'hui Alstom et Siemens sont des nains. Tous les deux sont déjà des champions internationaux. À eux deux, ils ont 75% du marché mondial sur la partie qui est contestable du marché, c'est-à-dire la partie ouverte du marché à l'échelle mondiale. Et en gros, le monde entier, sauf la Chine et le Japon, qui étaient fermés jusqu'ici. Le Japon est ouvert depuis l'accord qu'on a conclu avec le Japon, dont je parlais un instant. Donc Alstom et Siemens sont très forts à l'échelle mondiale. La question, c'était est-ce que cette fusion leur permettrait d'être plus forts par rapport à l'arrivée à brève ou moins brève échéance de CRRC. Ça, il y a une possibilité de le prendre en compte dans les règles européennes. Il faut pouvoir démontrer qu'il y aura des gains en termes d'innovation, en termes d'efficacité, que ce ne sera pas juste créer une rente pour pouvoir faire payer plus cher les Européens sur le rail. Alstom et Siemens n'ont pas un instant fait le moindre effort pour essayer de démontrer que unis, ils seraient plus efficaces que individuellement. Ça, sur le papier, s'ils ne font pas l'effort de démontrer que ce soit le cas, on peut aussi très bien penser que ce sera l'inverse. On peut aussi très bien penser qu'en fusionnant pendant 10 ans, avant l'arrivée de CRRC en Europe, ils seraient confortablement installés avec des rentes, avec des marchés captifs, et finalement qui ne serait pas du tout quelque chose qui les préparerait particulièrement en innovant, en avançant à la concurrence de CRRC. Donc la concurrence chinoise, c'est une vraie question, mais il y a aussi une vraie manière d'y répondre, y compris de la part des entreprises. Voilà, merci pour cette réponse assez détaillée. On va arrêter là, je crois. Merci beaucoup pour votre écoute. Et puis, peut-être que je vous laisse le mot de la fin pour conclure. Juste, on est désolé pour cette fin si abrupte, c'est qu'on doit rendre l'amphithéâtre à une heure précise. C'est un sujet vraiment très vaste, super intéressant. Mais je vous invite à continuer le débat justement avec nos intervenants, par exemple, entre vous, dans le hall où va se tenir une vente de livres grâce à Librairie Le Phénix, qui est
qui sont nos confrères, qui vont vendre notamment les livres des intervenants et la revue Perspective chinoise, publiée par M. Collin et M. Jean-François Huchet. Merci à vous et bonne soirée.